Bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de vivre d'un podcast et j'ai un invité pour ce faire, un invité qui s'appelle Guy Bertholtegueux, qui est fondateur de 2 podcasts à succès et d'un petit troisième qui est en gestation, si je ne trahis pas un secret. Bonjour à toi Guy, comment ça va? Salut Seb, ça va très bien. Écoute, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc tu t'as pas trahi un secret, donc c'est good. Merci Ok. pour l'invitation. Super. Bah, ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi et puis surtout de partager un petit peu avec tout le monde justement l'univers des podcasts par quelqu'un qui a créé des podcasts, qui en vit. Et puis d'ailleurs, avant d'aller plus loin, si toi aussi tu t'intéresses au podcast, si tu t'intéresses à la création d'audience, si tu n'as peut-être pas aujourd'hui envie de faire le clown sur YouTube, si tu t'aperçois que tu as beaucoup de touristes, bah, les podcasts, c'est vraiment une alternative qui est extrêmement intéressante et ça va être tout l'objet en fait de cet échange qu'on va avoir avec Guy. Et j'ai envie de te demander d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as choisi ce format-là? Pourquoi le podcast finalement? Pourquoi tu as démarré par ça? À la base, je suis un gros consommateur de podcasts. J'en consomme depuis des années. Et c'est vrai que j'ai traîné pour lancer ma première émission de podcast, au moins un an. Et finalement, j'ai eu le déclic après avoir notre ami commun, peut-être Pierre Godard. C'est lui qui m'a vraiment poussé, qui m'a mis le dernier coup de pression qui m'a permis d'enregistrer le premier épisode. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait, pour partager un petit peu sur ce que moi je faisais et surtout aller d'apprendre des autres, quoi. Parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, j'essaye d'être la moyenne de toutes les personnes que je reçois sur le podcast pour aller chercher chez chacun la petite pépite qui va me permettre, moi, de me construire moi et aussi les auditeurs qui sont comme la troisième personne à côté qui écoutent et qui peuvent bénéficier de toutes ces expériences-là. Ouais, c'est un média, c'est un canal qui est très différent. Effectivement, d'ailleurs, on n'a pas parlé vraiment de tes podcasts. Aujourd'hui, c'est quoi tes podcasts et qu'est-ce que tu fais concrètement? Pour donner un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, justement, l'occasion de voir un petit peu ou d'écouter ton travail, du moins, puisque le regarder, c'est un peu moins vrai, mais l'écouter. Bah, le premier podcast que j'ai lancé s'appelle Débrouillard. Il définit assez bien ma personnalité et aussi un petit peu ce que toi tu fais, Seb, même si tu parles un petit peu plus de démerdard, de se démerder, plus toi, ça ton concept, mais c'est assez similaire. Donc, l'idée, c'est d'aller vers les personnes qui ont fait le grand saut, les personnes qui se bougent. Et on va retrouver des profils comme des sportifs, des entrepreneurs, des artistes. Et on va essayer comme ça de piquer chez cette personne des patterns qui reviennent à chaque fois, comme les gros learnings en termes de productivité, philosophie de vie, performance. Et c'est un petit peu ça globalement l'idée de Débrouillard. Et le deuxième podcast que j'ai lancé, c'est un podcast beaucoup plus social qui s'appelle 10 000 codeurs, qui est un board que j'ai rejoint en septembre 2019. Le fondateur Douglas Biandou qui m'a fait confiance tout de suite pour ce podcast-là. On l'a lancé pour faire intervenir justement les différentes entités de cet écosystème-là. Et on a la chance d'être accompagné pour ce projet-là par une institution financière qui s'appelle EcoBank, qui est sûrement la plus grosse banque africaine dans plus de 33 pays. Et comme tu l'as un petit peu teasé en début d'émission, le troisième podcast qui est en coulisses, Mon patrimoine, qui va traiter plus de finances personnelles. On va faire intervenir comme ça différents acteurs, des entrepreneurs comme des chefs de banque. Comment qualifier ce type de banque? Des banques comme pas des banques classiques, hein, des banques qui gèrent par exemple des fonds d'investissement à la JP Morgan, mais à des levels un petit peu plus réduits pour Ok. parler de comment est-ce qu'il serait possible de soit diversifier son patrimoine, préparer une potentielle retraite sans compter juste sur le livret A. Ok, alors on va y revenir parce que ça c'est intéressant, ça fait partie des questions ou du moins des choses qu'on va aborder, notamment sur la monétisation, puisque l'idée de vivre d'un podcast, c'est quand même d'arriver à en faire non seulement un succès
au moins un minima d'audience, parce que l'audience des podcasts, c'est pas l'audience de YouTube, et donc forcément, les chiffres sont pas les mêmes. Mais en revanche, pour en vivre, encore une fois, encore faut-il mettre en place des sources de revenus. Et toi, tu as trouvé des choses effectivement qui sont un peu du spectre de celles que je connais ou que je préconise habituellement. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans ce que tu fais. Donc du coup, le podcast, effectivement, c'est un média qui est vachement intéressant. Aujourd'hui, je pense encore plus quand on est dans cette course un peu avec YouTube, avec les vignettes, les promesses, les trucs qui sont de plus en plus clinquants. C'est vrai qu'on se met un peu en retrait de toute cette truc et puis on a un peu plus le temps de travailler sur le fond finalement avec les gens. Alors toi, tu bosses beaucoup sur des interviews, enfin du moins c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, mais sur au moins sur des interviews. Et les interviews, effectivement, comme tu le disais, c'est une bonne manière déjà d'avoir du contenu avec des gens qui vont le produire un peu à ta place malgré tout. Enfin, du moins, c'est pas un truc où tu as besoin d'énormément de compétences, hormis celle d'être capable d'interviewer les gens. Ça s'apprend, hein, mais ceci étant, c'est pas le format qui va être le plus exigeant. Ça ne demande pas comme YouTube de faire des montages de folie, des trucs de folie, quoi. Donc, c'est accessible finalement. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis surtout, ça te permet de développer un réseau, puisque à chaque fois que tu discutes avec un entrepreneur, avec quelqu'un, effectivement, tu rentres dans une relation qui est beaucoup plus intime parce que tu as passé un peu de temps avec échanger avec eux. Et donc, effectivement, ça fait un truc qui est vraiment très, très à part. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en voit quand même pas mal se lancer en ce moment. Mais je pense qu'il y a encore une fois une place qui est pour tout le monde. Toi, tu es sur des thématiques qui sont assez précises, mais tu as des idées de podcasts un peu plus, tu vois, des trucs un peu hors du commun, des choses pour montrer aux gens jusqu'où on peut aller avec un podcast, tu vois, que ce soit pas juste qu'on ne le cantonne pas à l'idée de faire des interviews ou peut-être, je sais pas, juste une mini-émission de radio. Qu'est-ce qu'il y a comme podcast qui vraiment envoie de l'audience en France? Bon, il y a, en plus, avec les radios qui sont lancées aussi dans cet écosystème-là, tu as une variété d'émissions, tu as des monologues, tu as des personnes qui parlent comme ça, des podcasts féminins qui parlent de féminisme, de sexe, tu as des trucs comme Sismic, par exemple, qui sont qui est assez connu, qui est très, très, très écouté. Ils font des millions d'écoutes par an. Tu as le plus vieux que tout le monde connaît, Patrick Béja, avec le rendez-vous tech. On peut avoir de tout. C'est pas juste des trucs business. Tu as dans plus, tu vas avoir des émissions dans plein de domaines différents. Et le point commun qu'ils ont généralement ensemble, c'est le fait de pouvoir, cette possibilité d'aller en profondeur sans se soucier peut-être de ce que l'algorithme pourrait potentiellement te pousser à faire un petit peu comme sur YouTube, sans cracher sur YouTube. Donc, en termes de variété, il y a plein de typologies de contenu que l'on peut retrouver sur le podcast. Et moi, j'ai un créneau assez business slash développement personnel. Ouais, sur le contenu, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite. Quand on y regarde bien, effectivement, tu peux t'inspirer déjà, et pour les gens qui se posent un peu la question, il suffit de regarder effectivement la variété d'émissions de radio et des sujets qui sont traités pour avoir quasiment des trucs qui sont sans fin. Parce que la radio fonctionne avec ces mécanismes-là depuis pas un siècle, mais pas loin, quoi. Enfin, ouais, si, pas très loin de ça. Donc, effectivement, Ah ils ont ouais. inventé tous les formats qu'on connaît. Il y a les gens qui racontent des histoires. Moi, j'ai beaucoup écouté quand j'étais môme les trucs de Bellemare qui racontait les trucs. Après, il l'a fait à la télé, mais il l'a décliné. Il avait fait des bouquins, tu sais, sur les grandes histoires criminelles. Je crois d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes qui l'ont repris un peu ce créneau-là aussi ensuite, avec Condelat, je crois qu'il refait un peu la même chose. Mais tu vois, tu peux raconter juste des chroniques judiciaires de procès de grandes affaires criminelles. Tu as des gens qui vont parler de jardinage, de tech, de sport, de tout ce qu'il est possible finalement d'aborder. Et puis dans les formats L'histoire. qui sont vachement variés aussi, dans le sens où tu peux effectivement avoir une liberté qui est totale. Il suffit de regarder effectivement maintenant toutes les chaînes qui sont diffusées, enfin les chaînes de radio qui se diffusent aussi sur YouTube en court extrait, pour voir que ouais, ça parle vraiment de tout, quoi. Tu pourras faire la chronique de ton activité. Si, je sais pas, tu es dans l'économie, la chronique éco en ce moment, ça fait sens. Si tu es dans l'aquaponie, pareil, tu pourras faire l'émission de l'aquaponie, faire venir des gens sous format d'interview ou choisir un format court, un truc que tu peux faire totalement tout seul, quoi. Un grand mythe aussi 100%. autour du podcast, c'est qu'on a l'impression souvent que c'est un truc qui est cher, qu'il faut beaucoup de matos. Alors, on voit que bon, la caméra, c'est pas forcément indispensable, sauf si tu veux faire des petits extraits, penser un peu pour YouTube et capter du trafic. Mais honnêtement, il faut quoi pour démarrer aujourd'hui un podcast? Seb, au départ, je vais te montrer, c'est avec ça que moi j'ai commencé, hein. C'est avec ce petit machin et mon téléphone.
Aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent comme ça gratuitement, voire en dépensant moins de 10 balles, de lancer sa propre émission de podcast. Et le matos, ça fait déjà bien, ça fait complètement le boulot. Le matos ou des trucs un petit peu pro, c'est quelque chose qui peut venir bien après. Mais pour le lancement, franchement, il n'y a pas de barrière. Il y a pas, il y a, à part la volonté il n'y a aucune raison en fait de ne pas, de trouver des raisons de ne pas lancer son émission de podcast parce que tout le monde aujourd'hui a un téléphone, tout le monde a des écouteurs. Ces écouteurs, le micro est suffisant pour lancer, pour faire un premier jet. Et si après avoir fait peut-être, je sais pas, 3, 4 émissions, on est assez à l'aise, c'est un format qui passe, ben, on peut réfléchir sur comment est-ce qu'on peut professionnaliser cela sur le long terme, quoi. Ouais, tout à fait. La barrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour la vidéo d'ailleurs, aujourd'hui on a des ordinateurs. Moi, le premier ordinateur que j'avais, il pesait 1 tonne et il faisait pas le centième de la puissance de ce que fait un smartphone aujourd'hui, quoi. Et c'est juste délirant ce que tu peux faire avec. Et effectivement, même moi, j'enregistre juste des audios pour des clients. Je prends le smartphone comme ça, quoi. Et je parle à côté du micro. La seule truc, effectivement, c'est d'être à peu près proche d'une source effectivement clean et ça évite déjà beaucoup de bruit. On n'a pas besoin de beaucoup plus de matos que ça. D'ailleurs, un smartphone avec juste un micro-cravate, ça peut faire déjà un très très bon démarrage en plus des oreillettes, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment extrêmement accessible. Il y a pas besoin de grand chose, effectivement. Alors, il faut se lancer. C'est quoi les grandes étapes? Comment tu es venu, toi, à créer ton format? Ça a été quoi ta réflexion et comment tu es parti sur ce format-là? Tu as eu des hésitations? Tout de suite, tu es parti sur le dit, OK, j'ai trouvé ouais, bah, donne-moi ton workflow. Allez, ça va être plus intéressant plutôt que j'essaye de le deviner. Moi, dès le départ, je savais que je voulais aller sur un format d'interview. Ça ne m'intéressait pas de faire des monologues pour parler peut-être juste de moi, de ma vie. Je trouve qui n'est pas forcément, qui n'intéresse pas forcément tout le monde. Et aussi, j'avais pas aussi forcément des profils. J'avais bien sûr en tête des profils de personnes que je voulais avoir sur le podcast, mais j'avais pas directement le contact avec ces gens. Et ben, j'ai fait la technique en tenant archer. J'ai commencé à interviewer directement ceux qui étaient proches de moi, en l'occurrence mon ami, mon pote Pierre Godard, qui faisait partie de mes premiers invités. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai pu faire intervenir d'autres profils un peu plus fat qui m'intéressaient. Et c'est comme ça que c'était parti, quoi. Mais je savais que j'allais partir sur le format interview parce que c'est ce que j'écoute pour la plupart du temps. J'écoute très peu de monologues. J'écoute plus, j'aime bien les échanges comme ça parce que c'est là où il y a plus de quand ça rebondit, quand il y a des contradictions ou bien quand ça dit Ouais, ouais, il y a ça, de ça, l'émulation, il y a ça de m'intéresse. l'émulation et c'est vrai que ça te permet aussi souvent d'apprendre plein de choses, de nuancer, de trucs. Et effectivement, moi j'aime bien ce format-là aussi, pas forcément pour le podcast, mais d'une manière générale, j'entends parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement on a tous quelque chose à apprendre de quelqu'un qui a fait un autre truc et que c'est une bonne manière d'avancer. Et effectivement, l'interview, je trouve que c'est un bon moyen de se lancer. D'ailleurs, c'est vrai aussi sur les vidéos YouTube, mais ça marche exactement de la même manière en réalité, c'est-à-dire que tu as t'appuyer d'un point de vue marketing sur un peu la notoriété des autres pour croître. Et puis surtout, c'est un processus qui est intéressant parce qu'il s'améliore. C'est-à-dire que tes premiers invités, effectivement, tu ne vas pas avoir les superstars tout de suite. Mais en fait, de fil en aiguille, et à force de demander à chaque personne qui dit oui ou qui dit non de te donner un deuxième non, tu arrives très vite finalement à toucher des gens qui sont de plus en plus importants. Et puis quand les gens ont vu 2 ou 3 épisodes de ce que tu as fait, et puis s'ils aiment bien, ils vont facilement accepter aussi, quoi. Donc c'est finalement, je trouve, un truc où il y a beaucoup de craintes malgré tout. Les gens se disent souvent que ouais, ils vont pas, les gens n'acceptent pas, etc. Et en réalité, c'est pas forcément la réalité, pas à la hauteur de ce qu'on pense, du moins, et que la plupart des gens sont ouverts. Sur un autre aspect aussi, on va pas se mentir malgré tout, c'est que la plupart des gens qui sont sur le net ont quelque chose à vendre. Donc ça fait partie presque du job, j'allais dire, de se prêter un peu au jeu de la promo, quoi. Un petit peu comme les gens vont à la télé pour vendre un film ou un bouquin, parce que c'est pas pour faire plaisir aux gens, c'est juste parce que ça fait partie aussi du job, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu cette dimension-là et que c'est facilement exploitable, du coup, quel que soit le marché. Dans le web marketing, c'est vrai, mais ça serait vrai dans n'importe quelle autre thématique. Je pense au jardinage, j'en sais rien, au blogging, ou peu importe. C'est sans doute très facilement réplicable et très facilement accessible. Alors, on a vu le matos, on a vu un petit peu le truc. Donc, une fois que tu as eu choisi donc l'interview, tu as quoi? Tu t'es construit une structure pour les interviews? Tu fonctionnes un peu comment tu fais d'ailleurs? Tiens.
Au départ, j'avais une structure super calée, genre question 1, question 2, question 3, mais je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas le bon mood vu le format que j'avais choisi, c'était pas assez il y avait pas un vrai échange, j'écoutais pas assez l'invité parce que j'étais focus en fait sur mes questions et ça rendait pas le truc vrai. Et j'ai dû pivoter, faire de grosses recherches à chaque fois que j'ai un invité. Je m'en vais bien sûr creuser sur la vie de la personne et je sais à peu près les points que je vais évoquer pendant l'échange, mais je regarde pas, je suis pas focus sur les questions, je suis juste focus Mmh. sur l'invité. Je lance le débat, on discute et puis on échange. D'où justement la liberté que j'ai de partir sur des émissions qui vont faire 1h30, 2 heures, parce que là, on se laisse le temps de pousser le truc au maximum, quoi. Ouais, c'est Donc, c'est exactement ça. Alors, pour démarrer, je pense que c'est bien d'avoir une structure parce que ça te rassure quand tu n'es pas habitué, quand tu as voilà, plein de trucs à gérer. Mais une fois que tu es un peu plus à l'aise avec le truc, effectivement, tu peux te permettre d'en sortir, d'en déborder. ouais. Et Ouais, c'est vrai, je corrige peut-être, c'est vrai que ça m'a permis le sens de la structure, de savoir que ben là, on revient peut-être sur le passé de la personne, on parle de son activité et on voit un petit peu les projections. Donc, c'est clair, au niveau de la structure, ça m'a aidé, mais après, c'était trop mathématique et il n'y avait plus ce côté humain où je prends le temps d'écouter ce que mon interlocuteur dit et puis je rebondis dessus, quoi. Donc, juste pour corriger, quoi. OK. Et donc, toi, tu es sur un format où tu fais un épisode par semaine, c'est ça? Ouais, un épisode par semaine. OK, c'est ça qui est intéressant Ah, aussi. pour le podcast des brouillards, hein, c'est un épisode par semaine. Pour les autres, ça sera bimensuel parce que ça fait beaucoup quand même. Bimensuel, tu vas être dans quel format alors du coup là pareil où tu vas avoir d'autres structures, d'autres manières d'intervenir ou comment ça va fonctionner tes autres podcasts? Ça sera à peu près pareil, mais en plus court. Sur mon patrimoine, par exemple, ça sera juste rapidement présenter l'invité, son activité et aller bam dans le vif du sujet. Si on veut parler blockchain, crypto-monnaie, on va dans le vif du sujet, on le creuse, on voit les possibilités pour que ce soit pour des particuliers ou des chefs d'entreprise de faire de l'argent ou alors de se constituer un portefeuille, que ce soit peut-être dans le vin ou dans de l'immobilier, ça va être plus court, quoi, plus Mmh. court et dans le vif du sujet, quoi. Donc, je pense que ça sera maximum 40 minutes, 30-40 minutes. Pour débrouillard, pour 10 000 codeurs aussi, c'est un format assez court, rarement pour quelques épisodes avec des experts parce que 10 000 codeurs, c'est un board où il y a des experts du numérique, des apprenants en Afrique, des jeunes et aussi des sponsors. Pour des interviews avec des experts, généralement, c'est un petit peu long parce qu'on revient un peu comme sur Débrouillard sur leur parcours. On parle de leur actualité avant de parler à la fin de ce qu'ils font pour 10 000 codeurs dans le board au niveau de leur expertise par rapport à ces jeunes-là. Mais sinon, pour les jeunes, généralement, c'est quelque chose aussi de plus rapide et les sponsors aussi, c'est plus rapide, quoi. Ouais. On y reviendra un peu après d'ailleurs sur cette partie-là, mais pour finir sur les formats et pour donner un peu heu, un peu plus d'éclairage aux gens qui s'interrogent peut-être sur l'idée de monter un format et quel type de durée on peut aborder. Je pense qu'il y a, encore une fois, il y a vraiment des choses qui peuvent être très courtes et plus régulières. Et puis de l'autre Mhm. côté, des rendez-vous qui sont plus espacés, mais qui sont plus longs. Mais l'idée, ça reste quand même, comme pour chaque chose, je pense sur Internet, il faut créer le plus vite possible des habitudes, que les gens installent effectivement le manque un peu quand tu es pas là, et puis que tu fasses vivre le truc. Parce que si ton machin, il sort une fois tous les 3 mois et une fois tous les 3 jours ensuite, ça perd les habitudes. Donc, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir un format au départ avec peut-être déjà le concept en soi, un concept dont on avait parlé d'ailleurs, c'est que j'avais trouvé rigolo. C'était deux mecs qui étaient en Chine. Ils étaient à moto et ils podcastaient en fait pendant qu'ils étaient en train de faire défiler le paysage. Donc c'est une autre manière de le faire. Mais tu vois, leur format, c'était vraiment ça. Ils étaient en bécane en train de se balader. Donc ils filmaient en même temps, mais c'est pour les diffuser sur YouTube. Mais à côté de ça, leur discussion, elle était faite sous le coup du voyage, quoi. Et donc c'était un éclairage qui était vachement intéressant. Et puis derrière ça, donc c'est de trouver un format et puis une durée, elle vient avec un peu le format. Je pense que si effectivement tu fais une quotidienne, tu vas peut-être pas vouloir ou pas pouvoir toujours être capable de faire 1 heure. Encore une fois, il n'y a pas besoin de se mettre forcément des impératifs de durée ou de temps, mais plus la régularité, je pense. Euh,
mais ce qui est important et ce qui est intéressant avec le podcast, c'est ça, c'est que cette habitude, elle permet de rentrer dans l'intimité des gens parce que on l'oublie souvent, mais la radio, elle est restée très puissante. Elle a survécu, contrairement à ce qu'on pensait, à la télé, puis à Internet. Parce qu'en fait, c'est un média qui est très intime quand on y regarde bien. C'est-à-dire que les gens peuvent l'écouter sous la douche, en faisant du sport, ce que tu fais pas finalement avec une vidéo YouTube, ne serait-ce que parce que par défaut, si tu as la version classique de YouTube, bah, dès que ton téléphone il se met en veille ou que tu changes d'app, bah, le son se coupe et tu perds la vidéo et donc tu perds le son. Alors que la radio, les podcasts, effectivement, tu peux continuer à laisser tourner pendant que tu cuisines, pendant que tu fais autre chose, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a des gens, moi-même, je fais partie de cette génération-là qui a grandi parce que je sais pas, on n'avait pas la télé, on n'avait pas Internet, moi, quand j'étais ado. Donc, ado, bah, j'avais la radio le soir, j'écoutais des trucs comme Bonsoir la planète, des trucs un peu comme ça où tu avais l'esprit un peu radio libre. Ouais, c'était vraiment, tu vois, les mecs, c'était des stars pour nous, quoi, quasiment. C'était vraiment un truc où tu passais tellement de temps tous les soirs à écouter un mec parler, tu vois, que c'était vraiment ton pote, quoi. Et je pense que ça perdure, en fait. C'est-à-dire que cette relation intime, elle est vraiment, encore une fois, réelle, concrète. Et aujourd'hui, c'est la même chose parce que les gens sont finalement aujourd'hui à la recherche de liens, de proximité, finalement de chercher un peu une tribu avec des valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent. Et ça, c'est pas, tu peux pas faire du masse et de ce type de truc, quoi. Tu peux te construire une petite famille, mais si tu vises 100, 200, 300, 500 000 personnes, tu n'es plus dans cet esprit-là. Donc, c'est vrai que le canal du podcast, il est intéressant pour ça, pour avoir cet esprit effectivement très intime et très personnel avec les gens, je trouve. Clairement, clairement. Imagine, tu as des personnes qui t'écoutent débuter pendant 1 heure de temps. Quand même, tu vois, le temps d'attention sur YouTube, c'est combien? Lorsque ta vidéo, elle fait déjà 10 minutes, les gens, ils se barrent, tu vois. Mais là, tu as des personnes, c'est clair, c'est pas le même nombre, c'est pas les mêmes chiffres que YouTube, mais c'est hyper quali. Donc, je te laisse imaginer si tu sais bien glisser un produit, un service qui reste cohérent à ce que tu racontes dans ton podcast, ça convertit forcément de ouf, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, on en parlait un peu en off de ce truc et c'est vrai que c'est vachement intéressant d'ailleurs. Tu vois, je vais rebondir sur cette partie-là parce que derrière ça, effectivement, les podcasts, les choses comme ça et l'audience d'une manière générale, même si elle est petite, on est dans un monde où on a besoin quand même de bouffer. Donc, l'idée, c'est quand même d'en faire quelque chose qui se monétise. Et c'est vrai que la plupart des gens pensent que, bah, avec, je sais pas, 100 écoutes par jour, tu peux pas gagner ta vie. La réalité, effectivement, comme tu le disais, c'est que plus les canaux sont exigeants et plus en fait l'abonné ou la personne qui te suit en fait a une valeur importante. C'est-à-dire, c'est la même chose avec un bouquin. Quelqu'un qui va lire un bouquin d'un auteur, il va être beaucoup plus généralement qualifié. C'est des gens qui dépensent plus. J'ai vu une étude d'ailleurs là-dessus aux États-Unis où, enfin, je ne sais plus à peu près les proportions, mais c'est vraiment un truc qui a été étudié, qui a été mesuré et qui est réel. C'est-à-dire que les gens qui sont effectivement plus à l'écoute de podcasts sont des gens qui ne sont pas des touristes comme sur YouTube. On va le dire comme ça pour faire simple. Sur YouTube, il y a quand même cette fâcheuse ce fâcheux rideau de fumée que sont les chiffres, mais les chiffres, ça ne veut rien dire. Pour deux raisons. La première, c'est que les chiffres, déjà, on peut les manipuler facilement, c'est-à-dire qu'on peut acheter de la visibilité légalement ou en format Black Hat, c'est-à-dire qu'on peut faire une campagne pub. Moi, ma vidéo, si je veux qu'elle fasse 10 000 vues tout de suite, je mets 50 balles de pub sur YouTube et elle va faire 10 000 vues, ce qui présume de rien. Ça fait juste un chiffre qui flatte l'ego, quoi. Mais je peux les faire, si je veux, à la demande. À côté de ça, tu as des formats qui sont un peu plus Black Hat, qui font que c'est plutôt les rappeurs, les gens qui ont, tu vois, des trucs où vraiment c'est des business un peu qui tournent avec l'ego, qui vont acheter des grosses campagnes de vues, mais par dizaines de millions pour dire ouais, regarde, mon machin il sort, t'as vu, on a fait aux 3 heures, on a fait tant de vues, tant d'écoutes sur Spotify, ça aussi, ça s'achète, tout s'achète en réalité. Et c'est pour ça que la course à l'ego, elle est toujours trompeuse parce qu'on a l'impression que l'autre il est là et puis qu'on est là, mais en fait, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Et au-delà de ça, les chiffres, ça ne veut pas dire de l'argent. C'est-à-dire que tu peux faire 10 000 vues sur YouTube, ça va te rapporter que dalle. Tu as gagné 5 ou 10 balles peut-être. Si tu vends rien, si tu utilises que la monétisation YouTube, alors qu'effectivement, quand tu utilises déjà tes propres produits, c'est mieux. Mais si ces vues, elles sont qualifiées et ciblées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier un truc, quand tu es sur YouTube, bah, tu as la petite colonne à côté là où en fait, ta vidéo, elle va être suivie d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre. Et toi, peut-être qu'en fait, il y a des gens qui arrivent sur les tiennes parce qu'ils viennent d'une autre avant. Mais ils sont arrivés dessus pas parce que tant ils te cherchaient toi ou qu'ils voulaient te voir toi, mais juste parce que l'algorithme a présenté ta vidéo à ce gens-là. Donc ça, c'est quand même deux gros trucs qui font qu'aujourd'hui, effectivement, bah, la course aux chiffres, elle est toujours
trompeuse. Et encore une fois, les gens qui font le plus de vues sur YouTube sont souvent dans les business qu'on connaît, pas les gens qui font le plus d'argent. C'est-à-dire que tu peux faire Ouais. beaucoup plus d'argent qu'un mec comme Norman ou Cyprien avec 1000 fois moins d'audience, quoi. Tu vois, c'est avec 1000 personnes ultra quali, mais tu peux atteindre des choses qui sont beaucoup plus pertinentes. Bon, bref, moi, je travaille dans les secteurs qui sont différents des tiens, mais pour le coup, toi, tu as un système de monétisation, effectivement, qui m'avait échappé et qui est vachement intéressant, puisque d'ailleurs, c'est celui que tu utilises là pour le dernier podcast que tu lances. C'est un truc où la monétisation, elle est déjà faite dès le départ, c'est ça? Ouais, pour le dernier pour le podcast qui va bientôt sortir, mon patrimoine, ben, c'est euh, c'est un petit peu comme si j'ai vendu les droits, en fait, les droits, tous les droits des épisodes que je vais produire et à mon sponsor qui est Global Capital Management. C'est un format assez intéressant parce que là, tu ne te poses pas de questions par rapport à comment est-ce que tu vas faire de l'argent. On te paye comptant en amont et toi, tu as juste à enregistrer chaque épisode et de balancer, quoi. Hmm. Il y a une autre stratégie jumelle à celle-là qui est celle qu'on fait justement sur l'autre podcast 10 000 codeurs où on vend au coup parmi l'écoute. Euh, et c'est aussi intéressant, là, c'est lorsque tu as plusieurs sponsors qui interviennent, tu peux avoir des contrats sur, je sais pas, sur 3 mois, sur 4 mois, et puis il y a un autre sponsor qui arrive et tu as des outils qui te permettent comme ça d'insérer à guise des spots publicitaires et selon ce que ces entités-là auront payé, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans ce système-là, et qui n'est pas le cas, par exemple, sur YouTube, c'est-à-dire sur YouTube, tu partages les revenus avec YouTube, mais c'est eux qui se chargent de dire, OK, je vais mettre telle pub dessus, ton truc, parce que j'ai estimé que la vidéo, bon, bah voilà, a un potentiel économique ou qu'il y a tel mot-clé, tel truc. Donc, en fait, la monétisation, tu décides de rien, tu peux la couper ou la désactiver et l'allumer, c'est tout. En fait, sur YouTube, tu peux choisir deux, trois bricoles comme l'endroit à la limite, mais c'est à peu près tout. Alors que toi, dans ta logique, finalement, tu vas être plutôt dans une négociation avec l'annonceur directement, et puis tu vas créer du contenu publicitaire à la demande pour lui et que tu vas insérer où tu veux. Mais surtout, en fait, on s'aperçoit que là, tu bouffes tous les maillons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de YouTube qui prend la plus grosse part du gâteau dedans. Il n'y a pas effectivement le fait d'avoir un machin, tu vois, c'est chiant. Des fois, tu as une vidéo à toi et puis tu vois que, je sais pas, il y a un truc que tu n'as pas envie de voir, quoi, associé à ton image qui arrive dessus, quoi. Alors, on l'active, la monétisation sur YouTube, parce que ça fait du référencement, parce qu'on sait que ça prend quand même prise un peu dans l'algorithme, que si on désactive, évidemment, Ouais. YouTube a intérêt à gagner de l'argent, donc ils vont mettre en avant des vidéos qui ont plus de monétisation activée, c'est logique. Mais des fois, tu te retrouves avec des trucs, ça fait chier quand même, j'ai fait une vidéo et puis le truc là, ça me plaît pas, quoi. Tu vois, des fois, tu es un peu dans un truc où tu voudrais pas qu'il y ait tous les annonceurs que tu as des fois qui se promènent dessus, qui soient ceux-là, quoi. Et tu peux pas les bloquer, ces trucs-là. Enfin, je crois pas, mais pour le coup, c'est vachement intéressant d'avoir cette mécanique. C'est même plus de la publicité, c'est du sponsoring dans ce cas de figure-là. Et c'est un temps soit peu différent, mais c'est sur des chiffres qui sont extrêmement, du coup, vachement intéressants, toi, puisque tu vis de ça vraiment totalement. Je vis pas que de ça, mais je peux en vivre totalement. Je vis pas que de ça parce que j'ai d'autres responsabilités. Je suis associé aussi dans un cabinet de conseil et puis on a des équipes avec qui on bosse. Donc, je vis pas que de ça, mais je peux en vivre. Je peux clairement en vivre. On est sur du 86 € pour le coût par mille pour le podcast 10 000 codeurs. Donc, c'est plutôt intéressant. Énorme. Et pour l'autre podcast, là, il rachète complètement chaque épisode. Là, on parle des épisodes à 2500, 3000 balles. Donc, c'est assez intéressant. C'est quelque chose que je viens de lancer. J'ai vu ça chez d'autres influenceurs et je me suis renseigné et j'ai copié-collé la méthode et mon sponsor, il m'a directement suivi sur ce projet-là. Donc, ce Ça fonds se matérialise. d'investissement, il paye en fait. Pardon? Ah, je te coupe. Du coup, ça se matérialise comment ce type de sponsoring? C'est-à-dire, il va avoir des pubs vraiment à l'intérieur du podcast ou c'est une mise en avant globale? Je sais pas, tu fais le podcast, il est diffusé à l'image, tu vois, tu crées, je sais pas, un site, un truc. Comment ça se présente en fait ce type de sponsoring? Non, je garde ma liberté de produire l'émission comme j'ai l'habitude de le faire, Hmm. sauf que je ne parle que de ce sponsor
pour le coup, moi, j'ai décidé de… J'aime pas trop quand ça devient toxique en intro, au milieu, à la fin. On va juste mettre un truc en intro et je développe mon… Et bien sûr, l'intro, je garde… pour le spot, je garde aussi cette liberté de faire moi-même le spot selon le langage et le ton qui est propre à moi, qui parle justement de ce sponsor-là. Et ensuite, je fais mon émission comme j'ai l'habitude de le faire, quoi. Et on le pousse, sauf que j'ai plus les droits en fait dessus, quoi. La personne est libre de prendre par exemple cet épisode, d'aller faire, je sais pas, du découpage ou de réexploiter cela sur Hmm. d'autres activités à lui. Donc, j'ai plus les droits dessus. Je vends en fait, je produis. C'est comme si c'est un monteur vidéo qui monte un truc et puis qui balance à son client, quoi. Donc, je vends complètement les droits, contrairement à 10 000 codeurs où les épisodes m'appartiennent. Il y a juste le spot qui passe pendant le temps imparti et selon les thèmes que j'ai, qui auront été discutés en amont avec les sponsors. Et lorsque le contrat il est terminé, ben, on passe à autre chose. Si j'ai un nouveau sponsor ou alors je laisse vide en attendant de trouver de nouveaux sponsors. Ouais, ce qui est important de préciser, c'est que dans ce cas de figure-là, en fait, c'est des spots qui sont dynamiques. Ça veut dire que c'est pas, Ce sont on des rentre spots dynamiques, effectivement. ouais, c'est pas un moment en fait où tu fais, OK, c'est la coupure pub et puis ton truc, faudrait le couper Non, pour en remettre à nouveau. Non, c'est un truc qui est inséré dynamiquement. Tu choisis, si j'ai bien compris le système, tu m'arrêtes, mais tu choisis par exemple de dire, OK, à seconde 25, je veux que ça lance le spot. Celui-ci, il va durer tant de trucs et tu prends une piste qui est un spot qui est déjà préenregistré et puis ensuite ça reprend le truc. Mais ça fait une coupure pub dynamique et pas un truc qui est réutilisable une fois ou jetable effectivement. quasiment après coup. Ce qui Ouais, est cool, c'est que tu as des tools comme ça, des agrégateurs qui te permettent de le faire automatiquement sans le faire sans aller toi-même insérer au milieu, remonter tout. Tu vois, tu as des trucs qui insèrent le truc et tout. On en a parlé aussi, on a discuté de ça en off. Je t'ai donné ouais, justement plus de détails. ouais, c'est quoi? C'est Ocha et Tu as ATR19, c'est ça? Ocha qui le fait. Tu as Ocha qui le fait. Maintenant, il y a un tool un peu plus professionnel mais là, c'est un truc américain qui s'appelle ATR19. C'est un truc américain. Là, c'est vraiment pour les professionnels et ça fait complètement le taf, quoi. C'est super, super intéressant. C'est vachement intéressant en fait ce principe-là parce qu'on est, enfin, on va pas se mentir, mais sur la monétisation et sur YouTube, nous on est toujours à taper dessus parce que les gens font une course aux vues, ils pensent que tu deviens millionnaire avec. Et il y a toujours mille manières plus pertinentes de vendre tes trucs, mais pour aller dans des sens un peu complémentaires au tien, du moins le sponsoring, je connaissais absolument pas. Effectivement, j'étais à milieu de penser que tu pouvais vendre des épisodes aussi chers que ça et des CPM Ouais. aussi chers que ça. Les CPM, pour donner un ordre d'idée Moi, aux je gens. fais rien, hein. Ouais. Moi, je fais rien. Si tu vois ce que d'autres influenceurs… J'ai interviewé, par exemple, hier sur mon podcast, comment il s'appelle Adrien Garcia de Réuni. Je ne sais pas si tu connais la marque Réuni. Il a deux podcasts. Il a un, le plus connu, qui s'appelle c'est quoi encore le podcast? Comment réussir dans la mode? Comment entreprendre dans la mode, ça s'appelle, ouais. Entreprendre dans la mode. Lui, il a plus d'1 million d'écoutes. C'est un podcast qui est super bien écouté. Lui, ses chiffres, je crois qu'il fait pour les rachats comme ça avec les droits, il doit faire ça à quelque chose comme 4 500 € pour te vendre un épisode, tu vois. Il fait beaucoup, beaucoup d'argent et imagine, il a fait des séries comme ça d'épisodes. Mais ça, c'est des sortes de hors-série, quoi. Donc, Mm. il a il a les épisodes normaux où il insère des publicités dynamiques. Et maintenant, il fait des sortes de hors-série où il vend ça comme s'il vend complètement les droits. Il peut faire du 4 500, 5 000 balles comme ça en one shot. Et il a fait une série, justement, je crois, cette période de confinement. Il a fait une série comme ça. En fait, c'est effrayant, en fait. C'est indécent parfois. Ah, c'est clair. Alors, pour le coup, pour repréciser quand même ce qu'est le CPM pour les gens qui ne connaissent pas, du moins, c'est le coût par 1000 impressions. Et pour donner un ordre d'idée aux gens qui ne sont vraiment pas affûtés sur les trucs de pub, quand on achète de la pub aujourd'hui sur Facebook, alors elle était plus chère. Bon, on va donner une fourchette. Aujourd'hui, c'est entre à peu près 15 balles. 15 balles le coût par 1000 diffusions. Quand on veut montrer une vidéo ou une image à une audience précise sur Facebook, on va payer en gros
15 € en ce moment pour 1000 visionnages. Là, on parlait tout à l'heure de 86 € par milliers d'écoutes, mais on est beaucoup, beaucoup plus haut que Facebook. Et il y a des raisons à ça. Encore une fois, c'est la qualité des gens qui écoutent. Et cette qualité-là, elle est intéressante à exploiter avec d'autres modèles économiques, malgré tout, parce que quand tu as beaucoup d'audience aussi, mettons que tu sois, je sais pas, prestataire de service, et si tu as une presta qui peut être, j'en sais rien, tu vois, à la place de vendre des épisodes, la personne dont tu parlais pourrait très bien vendre un accompagnement pour créer ton entreprise dans le domaine de la mode. Et auquel cas, tu ferais effectivement aussi des accompagnements très chers et ça serait extrêmement rentable. Après, c'est des niveaux de compétences sur des domaines qui sont annexes, qui sont, enfin, puis c'est des choix personnels. Mais il y a d'autres manières de monétiser qu'avec la pub. Mhm. Et également, effectivement, de router sur des produits d'information, par exemple, sur des prestations, sur du coaching, du consulting, bref, tout ce qu'on peut faire par ailleurs sur d'autres canaux, mais avec au moins la grande le grand confort de ne pas être sur YouTube où il n'y a pas ce côté paillette justement et ces promesses qui sont gigantesques et puis ces trolls en permanence quoi, sur des trucs où il y a voilà, des gens qui te laissent des commentaires qui servent à rien. Quoi, mais parce que les gens arrivent par défaut sur des vidéos qu'ils n'ont pas forcément prévu de voir. En revanche, ça n'existe pas sur le podcast. Ou alors, faut vraiment le chercher pour tomber dessus. Quoi. C'est rare que le mec te dise bon, j'ai perdu 1 heure à écouter tes trucs. Quoi. C'est parce que s'il y est allé, c'est qu'il le voulait. Quoi. Yes, clairement, clairement, clairement. Donc, moi encore, je pense que c'est un format qui a beaucoup d'avenir. Je veux dire, même pour des personnes qui sont bien installées sur YouTube, je Ouais. pense que ça reste intéressant d'aller un petit peu fouiner sur ce secteur-là. Il y a des choses à faire, ne serait-ce que même je sais pas, il y en a qui le font déjà, de réexploiter ces formats vidéo de YouTube en fichier MP3 pour du podcast. Il y a quelque chose à faire, franchement, sur ce secteur-là. Ouais, exactement. En fait, alors ça sera pas les mêmes audiences et j'aurais tendance à dire que ça sera qu'une petite partie des gens, mais ça sera, si on a déjà une audience, des gens qui sont les plus fidèles qui iront vers ce format-là ou ça Mhm. sera des gens effectivement qui seront beaucoup plus qualitatifs en fait dans leur démarche, qui vont prendre le temps, qui vont creuser la question, qui vont être plus intéressés vraiment à aller plus loin quoi. Et c'est une bonne manière d'avoir une discussion sous un format différent. Parce qu'encore une fois, en vidéo, on peut pas faire la même chose non plus, bien que on essaye, mais Ouais. malgré tout, il y a des contraintes qu'on est obligé d'adapter. Quand tu es sur YouTube, il faut un minima d'images, faut un minima de trucs. Tu as beaucoup de distractions, tu ne peux pas occulter le flux qu'ont les gens sous les yeux. C'est-à-dire que ça clignote chez eux, ils sont tentés d'aller regarder autre chose. Tu vois, c'est vraiment un truc, quand tu es du mode offline, les gens peuvent charger ça sur leur smartphone, l'écouter dans le métro. Ils sont un peu pieds et mains liés avec ce qu'ils écoutent, quoi, ce qui n'est pas le cas quand tu fais autre chose. Moi, je ne me vois pas regarder une vidéo dans, je sais pas, les transports, enfin, ou les trucs, mais bon, encore que moi, j'utilise plus le taxi qu'autre chose, mais ça s'y prête plus. Mais la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça, quoi. Et donc, c'est un canal qui permet d'être effectivement plus proche effectivement d'une audience, mais qui est plus qualitative aussi, et puis de la travailler vraiment, encore une fois, dans une relation qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, je pense. Clairement, clairement, clairement. Moi, je valide complètement. Ben, quand je disais de réexploiter, peut-être c'est une façon de avoir une présence, tu vois, avoir cette présence. Certes, sur YouTube, il y a déjà, c'est monté d'une certaine façon, mais le fait quand même d'avoir cette présence audio-là, ça permettrait comme ça d'avoir une première traction parce que au moins, tu as déjà une audience sur YouTube qui Ouais. peut aller titiller ces algorithmes qui ne sont pas forcément bien ficelés. Ça va changer avec le temps, mais ça te donne une première traction et tu pourras produire, je sais pas, une autre typologie de contenu qui est plus approprié, mais au moins avec une base, quoi, pas comme quelqu'un qui part de zéro. C'est exactement ça. Et encore une fois, c'est extrêmement facile à lancer quand on a déjà des abonnés parce qu'il suffit effectivement, alors pas de remplacer ces contenus vidéo par des podcasts, mais de faire un truc peut-être une fois par semaine, de rajouter ça à son arc et puis effectivement d'envoyer un shoot mail ou de publier sur ses réseaux sociaux en disant il y a ça qui est disponible aussi. Et tout de suite, effectivement, ça fait déjà du monde, des écoutes parce qu'on a déjà l'audience au départ. Donc c'est extrêmement intéressant, ne serait-ce que pour tester. Et j'en avais parlé beaucoup avec Jean Rivière qui, lui, a toujours eu de très bons taux de conversion en vente, c'est-à-dire qu'en faisant quasiment la même chose qu'il faisait en vidéo, mais en audio, il avait souvent même
de meilleurs taux de vente par rapport à l'écoute. En fait, ils vendaient plus avec moins de monde encore que sur les vidéos YouTube parce que effectivement, les gens avaient plus le temps de creuser la question vraiment. Ils avaient plus d'attention, plus d'écoute. Ils étaient plus présents, quoi. Et donc, c'est un moyen de monétiser aussi qui est facile pour des gens qui ont déjà de l'audience, effectivement, et qui est une corde supplémentaire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est à choisir. Effectivement, mieux vaut être dans la tête et dans l'oreille des gens ou sous leurs yeux avec un bouquin plutôt que d'être le 1001e qui a sorti une vidéo dans l'après-midi, quoi. Donc, ça fait sens, quoi, tout simplement. Et puis, c'est complémentaire au reste. C'est-à-dire que finalement, c'est pas l'email ou YouTube ou les podcasts. Alors, je ne dis pas c'est compliqué de tout faire, mais parfois, il y a des contenus qu'on peut réorganiser, réagencer. On peut très bien prendre des lives qu'on va transformer en vidéo YouTube et on peut très bien aussi faire des émissions qui sont finalement des lives où on peut vendre un peu à la fin et puis transformer ça en vidéo YouTube et puis donc un podcast aussi. Enfin, tout s'organise et tout se planifie un peu dans l'idée. Donc, tout est finalement une question de format, de découpage et puis d'approche. Mais en réalité, il y a vraiment un truc qui est vraiment pertinent dans ce truc-là. Et je pense que c'est un truc qui est bien aussi pour les débutants. En fait, tu vois, tu n'es pas dans la course. Le problème de YouTube, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans une compétition qui est intense. La compétition, il faut faire des vignettes, il faut faire des titres putaclic parce que sinon, ça clique moins. Si ça clique moins, tu as moins de vues. Si tu as moins de vues, tu as moins de gens qui vont arriver sur tes pages derrière. Bref, tout est comme ça. Et donc, si tu veux être vraiment dans le game, tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser les règles de tout le monde, quoi. Si tu veux te battre, tu peux pas, tu es obligé de le faire. Moi, je le fais pas, mais bon, bref, mais parce que j'ai pas envie de jouer vraiment à fond. Mais sur le principe, tu es obligé d'adopter les codes, tu es obligé de le faire comme ça, tu es obligé de faire du titre à putaclic pour rentrer du monde, tu es obligé de faire de la vignette que tu n'as pas forcément prévu ou envie de faire au départ parce que le game se gagne comme ça, quoi. Et c'est vrai que le podcast, c'est à la fois plus simple parce que tu n'as pas cette compétition, pas encore, du moins il reste plein de place à prendre. Puis de l'autre côté, tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Et ça, tu peux le faire n'importe quand. Ton podcast, tu peux l'enregistrer pendant que tu es en train de conduire. On en parlait tout à l'heure des gens qui le faisaient à moto en Chine. Tu peux le faire, je ne sais pas, Jean le faisait à une époque à la terrasse de café. Tu vois, tu peux enregistrer quand ça te chante, quand c'est le meilleur moment pour toi. Tu peux l'enregistrer pendant que tu es en train de marcher dans une forêt, un moment qui t'inspire. Alors évidemment, tu ne vas pas faire des Ouais. interviews Il y a et Antoine dans qui ton il a format. Mais beaucoup fait. Antoine BM. Antoine BM, il a beaucoup fait des podcasts comme ça en marchant dans la rue. Il enregistre son truc de podcast et il balance comme ça en one shot. Il fait même pas de montage. Il parle une fois, tac, 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 il balance et c'est fini. bah, c'est ça, en fait, si tu sais ce que tu vas raconter, et puis encore une fois, tu es dans un truc qui est intime. Les gens s'en moquent un peu. Après, t'es pas, encore une fois, faut pas confondre les trucs. Tu n'es pas à la radio. Les gens n'attendent pas que tu aies la qualité d'un studio professionnel avec des micros à 2000 balles et puis un ingé son derrière, quoi. Donc, malgré tout, ils s'attachent beaucoup plus au fond qu'à la forme, même si c'est important, mais on t'en zoome bien, tu peux être un cran en deçà de Radio France, ils vont pas t'en vouloir, quoi. Les gens, c'est un peu ce que je tends à dire, quoi. Et c'est sans doute un moyen aussi, même de l'autre côté, de se lancer, et puis après, de faire le cheminement inverse. On en parlait aussi de cette partie-là, mais une fois que tu as un podcast et qui est un peu installé, aller chasser de nouvelles personnes en faisant des petits teasers, des petites vidéos qui sont un peu magnétiques et balancer ça, un extrait de 2-3 minutes sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, pourquoi pas, et de ramener du monde dans ton écosystème. Une fois que tu as déjà quelques épisodes qui tournent bien, effectivement, bah, ça te permet d'être aussi dans de l'acquisition qui est soft, quoi, et puis de te sortir vraiment du lot, je pense. Complètement, complètement. Ok, bah, écoute, c'était encore une fois toujours intéressant de partager avec toi sur ce sujet que tu maîtrises bien. Moi, je pense que je vais utiliser ce type de format. D'ailleurs, on va faire des essais. Je pense que ce type de format va servir à la fois en mode podcast et à la fois en mode YouTube pour voir un petit peu. Ce sera l'occasion de mettre un petit peu tout ça à l'épreuve. Et puis d'ailleurs, on a préparé, c'est un peu pour ça que qu'on a fait cette vidéo aussi. On a préparé pour les gens qui veulent aller plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire se lancer, profiter de l'expérience de quelqu'un maintenant qui a fait plus d'un an de podcast en format intense, qu'on a lancé pas deux, mais trois du coup, et puis qui a exploré des modes de fonctionnement qui sont différents des miens. Et puis tout ça, en fait, on l'a intégré dans une formation qu'on a faite à deux, qui est une masterclass dédiée au podcast. Donc, on a mélangé un petit peu nos savoirs, nos stratégies, nos techniques, des retours d'expérience, et puis on a fait quelque chose dont l'objectif est de te permettre de te lancer là dans les 7 prochains jours, d'avoir ton podcast déjà en ligne. Donc, on aborde tout ce qui est effectivement nécessaire. On va parler des apps, on va parler de tout ce qu'on n'a pas pu évoquer là. On est resté dans des grandes lignes. Mais encore une fois, il y a plein de choses effectivement que toi,
découverts un peu sur le tas et qui sont indispensables. C'est comment est-ce qu'on fait pour éviter de passer sa journée effectivement à publier sur les plateformes, sur quelle plateforme on utilise, sur quelles apps on va aller s'orienter, comment est-ce qu'on fait voilà, pour choisir déjà ses thématiques, son format, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour passer à l'action. Et bien tout ça, encore une fois, on l'a mis en place dans une masterclass. On mettra le lien dans la description de la vidéo pour que les gens puissent aller regarder un petit peu tout ça. Et puis en espérant que ça soit vraiment, encore une fois, un moteur pour que les gens profitent de cette opportunité. On est toujours un peu voilà, dans le truc. YouTube, c'est bien, effectivement, c'est saturé. Moi, j'ai connu YouTube il y a beaucoup plus longtemps que ça. C'était quand même un peu moins la tannée. Et c'est vrai pour tous les réseaux. C'est-à-dire, tous les gens qui parlent Instagram, c'était mieux avant. Enfin, c'était plus facile. C'est vrai pour tous les trucs. Le podcast, aujourd'hui, est encore un endroit où tu peux faire ton trou. Mais comme tout le reste, en fait, il y a un moment, quand il y en aura trop, ça marchera moins bien pour les gens qui arrivent. Pas pour ceux qui sont déjà installés, mais pour les gens qui arrivent, ça sera toujours plus compliqué. C'était plus simple de se lancer il y a un an, mais ça sera plus simple de le faire aujourd'hui que dans 1 ou 2 ans, quoi. Donc, c'est toujours histoire d'y aller tant qu'il y a de la place. Et encore une fois, il y en a. Il y a toute la génération des gens qui écoutent encore beaucoup la radio, qui est en train de basculer vers le numérique malgré tout. Et c'est un vivier incroyable, effectivement, de gens extrêmement prêts à écouter des choses qualitatives, quoi, qualitatives sur le fond et la forme. Encore une fois, ça se travaille avec le temps. Clairement. Yes, donc comme tu l'as spécifié, Seb, on a pris le temps de creuser, de faire un mix parce qu'il y a plein de sujets, de stratégies qu'on utilise aussi sur YouTube ou dans du growth hacking aussi, Mm. sur Facebook ou sur du Google Ads que justement tu as traité et qu'on a rajouté, qu'on a combiné justement pour pousser, pour promouvoir son podcast et potentiellement monétiser, soit par le sponsoring comme moi, d'autres canaux que tu maîtrises bien, que ce soit l'affiliation, la vente de ses propres produits et tout ce qu'on a cité à l'intérieur de cette masterclass-là. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'affiliation en fait là dans cette vidéo-là, mais on en a parlé effectivement dans cette masterclass. Bref, de toute façon, sur la page qui sera accessible par le lien qui est dans la description, il y aura quelque chose qui présentera un peu tout le programme de tout ce qu'on a prévu effectivement ensemble. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Guy. C'était encore une fois un plaisir de t'accueillir et puis de pouvoir échanger sur ce sujet-là parce que ouais, c'est une belle opportunité, je pense. Et puis, tu es la preuve vraiment, encore une fois, qu'on peut se lancer sur ce canal-là presque exclusivement et puis durer et puis croître. Et effectivement, tu as fait un joli chemin depuis qu'on s'est rencontrés la première fois, effectivement, autour d'un petit échange. Donc, c'est bien, c'est un joli parcours et je pense qu'il est encore accessible à plein de monde, moi. Merci à toi, Seb. C'est vrai que c'est essentiellement grâce à des personnes comme toi parce que au moment où tu as enregistré avec moi, j'étais pas forcément, j'étais nobody, tu vois. Tu n'avais pas forcément quelque chose à gagner à enregistrer avec moi, mais tu as bien voulu intervenir pour partager justement ton expérience, tes grands learnings sur l'emailing, la base, sujet qu'on a longuement traité aussi justement C'est vrai. sur cette masterclass-là. Donc, je te remercie encore pour l'opportunité et comme j'ai l'habitude de le dire, action, quoi. Curiosité et action. C'est exactement ça. Ben, écoute, on a fait un joli tour. On va se dire à très vite dans une prochaine vidéo. À Ciao, très ciao. vite. Ciao.